tous. Alors je souhaitais déjà vous remercier d'être présent devant votre écran pour voir cette conférence en ligne. Donc je voulais un petit peu vous parler de Pôle Documentation qui fête donc cette année ses 10 ans. Il a permis de réunir environ 7000 professionnels ou futurs professionnels de l'information-communication sur ces différentes années. Et ce blog donc, qui est principalement tourné vers les astuces pour la recherche d'emploi, donc fête cet anniversaire avec cet événement exceptionnel auquel vous allez assister. Donc une conférence en ligne qui réunira 3 coachs professionnels qui sont installés à Dijon. Ça, excusez-moi, j'ai un petit bug. Excusez-nous. Donc cette conférence a été mise sur pied par un groupe d'étudiants de la licence professionnelle ATC Comen, donc communication et médiation numérique de l'IUT de Dijon, donc, qui est aussi notre partenaire pour l'événement. Je peux vous dire que les étudiants n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts et du coup je voulais tous les remercier. Donc je remercie Aurore, Cécile, Florence, Marie, Solène, Fabien, Jean-Baptiste, Manuel, Mathieu et Abiba, donc, qui est chef de projet pour le webinaire. Pour donc, ce webinaire, je vais maintenant laisser la parole aux 3 intervenants, donc Alain Poignant, Agnès Masson et Marie-Caroline Panzani. Je les remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et du coup vous pourrez leur poser vos questions pendant l'événement. Donc n'hésitez pas, on va leur transmettre les questions. Et si toutefois certaines questions n'ont pas réponse pendant l'événement, on répondra sur le blog par la suite. Voilà, donc Pôle Documentation, c'est aussi grâce à vous. On a quand même entre 300 et 600 visiteurs par jour, des lecteurs fidèles et de nouveaux aussi chaque jour. Donc vraiment, on vous remercie. Les bénévoles qui sont impliqués dans ce projet, dans le blog, dans le webinaire et dans tous les autres projets qui ont été réalisés auparavant, merci vraiment beaucoup. Donc je vous laisse profiter du webinaire. Donc je vais laisser ma place après une courte pause à Alain Poignant qui viendra vous donner quelques conseils. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous. On m'a dit que vous étiez très nombreux, donc c'est plutôt encourageant pour l'équipe qui a tout monté ici. C'est une démarche un petit peu particulière pour moi ce soir parce qu'en fait je ne vous vois pas. Dans ma pratique professionnelle, dans ma pratique de coach, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des gens qui sont vis-à-vis, d'avoir des gens qui sont en face de moi, d'avoir des gens avec qui j'échange. Et là, c'est une démarche qui est un petit peu particulière pour moi. C'est comme si je me parlais, donc pour dédramatiser un petit peu tout ça, pour moi, pour dédramatiser ça pour moi et puis pour vous, c'est comme si j'étais en train de me parler dans ma glace le matin quand je me rase. Donc imaginez que vous êtes derrière ma glace dans la salle de bain en train de me regarder me raser. Donc tout ça aussi pour dire que c'est pour relativiser aussi ce que je peux vous dire, pour relativiser mon discours qui n'est que mon discours, qui n'est qu'un point de vue, qui n'est pas un enseignement. Le discours que j'ai, les coachs qui sont là aussi avec moi pourraient l'avoir, mais pourraient en avoir un différent. Donc prenez-le uniquement comme un positionnement particulier, mais vraiment pas comme un enseignement. Donc la question qui était posée, en tout cas qu'on m'a posée ce soir, c'était existe-t-il un profil idéal? Donc s'il existait un profil idéal, ça voudrait dire que partout l'emploi est caractérisé par des critères bien définis et très 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 définis et très cadrés. On peut imaginer que c'est le cas, donc ce qui voudrait dire que si je postule à un endroit et que je ne corresponds pas au profil qui a été défini par l'employeur, qui a été caractérisé par l'employeur, si je ne corresponds pas, je n'ai pas l'emploi. Il faut bien faire la différence entre le profil idéal, s'il existait, et le profil de poste qui est complètement différent. Le profil de poste, ce sera la définition des compétences, la caractéristique des compétences. Ça, ce sera
je pense votre CV qui pourra y répondre. C'est pour ça que c'est très très important. Votre CV est très 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 important. C'est vraiment une photographie de vos compétences. C'est une photographie d'une partie de vous. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit la plus précise possible. Donc ça, vous verrez avec les deux coachs qui suivent. Donc la possibilité d'imaginer que les caractéristiques spécifiques d'un emploi peuvent vous conduire ou pas à l'avoir, c'est une possibilité. C'est aussi un peu confortable, c'est une pratique qu'on utilise en fait tous les jours. C'est-à-dire que d'imaginer qu'il y a un profil idéal, dans la perspective où vous n'avez pas l'emploi sur lequel vous avez postulé, ça vous permet aussi à un moment de prendre du recul par rapport à ça et de vous dire c'est pas de ma faute, j'ai pas pu avoir le boulot parce que je ne correspondais pas au profil. Ça, vous savez, tout le monde l'utilise. Moi, je l'utilise tous les jours pour d'autres choses, mais c'est quelque chose qui est courant en fait dans notre vie quotidienne. Essayer de se dédouaner, c'est aussi de se protéger par rapport à l'échec. Donc, pourquoi pas ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Existe-t-il un profil idéal? Après, moi, voilà, ça, je vous dis, c'est que mon opinion, j'ai pas de jugement sur rien du tout. Je suis pas là pour définir quoi que ce soit, pour juger, pour enseigner quoi que ce soit. Après, ce qu'on peut considérer au niveau du profil idéal, c'est que quand vous avez un employeur en face de vous, il connaît vos compétences. Elles sont écrites sur le CV, c'est une photographie de votre personnalité. Après, le reste de votre personnalité, c'est votre savoir-faire qui est sur le CV et c'est votre savoir-être. La personne qui est en face de vous, quand vous êtes dans un entretien d'embauche, c'est pas vos compétences qu'elle recherche, elle les connaît. Si vous êtes à ce moment-là à l'entretien d'embauche, ça veut dire qu'au niveau des compétences, ça convient. Donc l'employeur qui est en face de vous, c'est pas vos compétences qu'il va aller chercher. Ce qu'il va aller chercher, c'est vous. Ce qu'il va aller chercher, c'est votre savoir-être. Ce qu'il va aller chercher, c'est ce que vous pouvez apporter. Ce qu'il va aller chercher, c'est le métier dont vous rêvez. Comment vous le rêvez, comment vous pouvez apporter quelque chose. Quelle est votre perspective dans l'entreprise, si c'est une entreprise ou dans la collectivité. La plupart du temps, c'est pas d'être le clone de la personne qui est en face de vous. Vous pouvez toujours le faire, c'est une pratique comme une autre. Après, chacun est libre de faire comme il veut au niveau de son entretien d'embauche. Mais de faire le clone ou de dire l'entreprise pour laquelle je vais travailler, c'est la meilleure, vous êtes le beau, le plus fort, c'est une possibilité. Vous pouvez toujours le faire. Après, ce que l'employeur va chercher, c'est votre plus-value. Et la seule plus-value, le seul profil idéal, je dirais que vous avez tous le profil idéal. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir... c'est pas du courage, c'est du lâcher prise en fait. C'est de vous laisser aller à réussir et à dire je veux réussir. Et pour réussir, il suffit juste d'être vous-même. Comme ça, c'est très facile à dire, le lapsus. C'est très facile à dire. Par contre, c'est très compliqué à faire. Mais c'est toujours quelque chose qui est payant à partir du moment où vous êtes dans la sincérité avec votre employeur. Votre employeur, il n'est pas là pour savoir si vous savez faire tel ou tel truc. Votre employeur, il est là pour savoir si la personne qu'il a en face de lui, elle peut être cohérente dans son système. Si la personne qui est en face de lui, elle peut apporter quelque chose à l'entreprise, à la collectivité, à ses collègues. C'est pour ça que votre façon de voir le métier, votre façon de le rêver aussi, parce que c'est important de rêver votre métier. C'est ça qu'il faut faire. Vous savez, dans le coaching, on a toujours... moi, j'aime bien, avec les clients que j'ai au cabinet, j'aime bien avoir des petites phrases toutes faites. On aime bien avoir toutes les petites phrases toutes faites qui permettent de pimenter, en tout cas, d'orienter un petit peu la vie. J'en ai deux. J'en ai une, c'est d'un auteur inconnu. On aime bien j'aime beaucoup les auteurs inconnus. L'auteur inconnu qui dit... c'est souvent j'ai commencé par l'autre qui est un petit peu plus connu, c'est Nietzsche qui dit deviens qui tu es. La seule chose de professionnelle
La seule chose à retenir, en fait, c'est ça, c'est devenez qui vous êtes. Hein. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et la deuxième, donc la deuxième, c'est l'auteur inconnu, c'est il est temps de commencer à vivre la vie dont vous avez rêvé. Donc faites-le. Commencez juste à commencer. Voilà, commencez à vivre la vie dont vous avez rêvé. Le reste, ça viendra après. Dire les compétences, vous les avez. Soyez vous-même, juste vous-même, pas plus. Je vais prendre maintenant une petite question qui a été posée sur le sujet. Donc, quel est le process de recherche optimale? Donc, dans la droite ligne de ce que je viens de dire, le process de recherche optimale, c'est à vous de le créer. Le process de recherche optimale, il n'y a que vous qui pouvez le créer. C'est juste de faire ce dont vous avez envie. C'est juste d'imaginer le plus possible, de rêver votre métier. Si vous ne pouvez pas rêver votre métier, vous ne pourrez jamais l'atteindre. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais atteindre quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Si vous n'avez jamais imaginé que vous pouvez monter sur le rond de l'Everest, jamais vous pourrez aller en haut de l'Everest. Si vous n'avez jamais imaginé passer vos vacances au bord de la mer, jamais vous passerez vos vacances au bord de la mer. Votre métier, c'est exactement la même chose. Il faut que vous puissiez l'imaginer. Le process de recherche optimale, c'est ça, c'est de rechercher où vous avez envie, c'est de rechercher comme vous avez envie, c'est de le rêver au maximum. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est très très important en fait de se baser, de se fixer sur ses envies. Parce que dans la vie professionnelle, vous avez des contraintes, vous avez tout le temps des contraintes. Si vous pouvez les éviter au maximum, autant le faire. Mais les contraintes professionnelles, elles vont vous être imposées. Vous allez peut-être aussi vous en créer, mais elles vont vous être parfois imposées. Donc c'est important de vivre votre métier jusqu'au bout. Et puis, pour terminer, parce que je vais conclure, je vais vous raconter une petite histoire comme ça sur les perspectives professionnelles. Parmi les gens qui viennent dans mon cabinet, j'ai une jeune fille qui était en formation en alternance en marketing. Et elle a fait sa formation dans une banque en alternance comme ça. Et à la fin de sa formation en alternance, l'employeur, enfin la banque là, dans laquelle elle faisait sa formation en alternance, lui a proposé un CDI, pas un CDD, un CDI. Et elle vient me voir en me disant c'est un CDI, c'est quand même embêtant parce qu'il ne me propose pas dans la branche que je voulais faire, mais il me propose quand même un CDI, j'ai du bol. J'ai de la chance, j'ai du bol d'avoir un CDI. Jusqu'à présent, il ne me semble pas que quand on vous propose un CDI, ce soit la loterie. C'est pas parce que vous avez pas le numéro 15, le numéro 15 est sorti, donc vous avez gagné le droit d'avoir un CDI. C'est bien à un moment donné que au-delà des compétences, c'est aussi le savoir-être qui à un moment a permis à cette jeune fille qu'on lui propose un CDI. Elle n'a pas cherché à avoir un métier particulièrement, elle n'a pas cherché, elle n'a pas insisté, elle n'a pas influé auprès des gens qui étaient autour d'elle pour avoir le CDI. C'est juste qu'à un moment, les gens qui étaient autour d'elle ont compris que son savoir-être lui permettait en tout cas de pouvoir accéder à un emploi définitif en CDI. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de hasard en termes professionnels. On peut pas, c'est pas de la chance. Il n'y a pas de chance dans le métier, dans la profession, dans les professions, il n'y a pas de chance. C'est vous qui allez favoriser les choses. C'est vous qui allez amener les gens à vous faire confiance. Mais c'est pas l'entreprise qui va vous donner du travail. La place que vous avez, c'est la place que vous avez à prendre. La place à prendre, c'est pas de tuer votre petit copain pour lui piquer sa place. La place à prendre, c'est votre place dans le milieu de l'entreprise. Et au-delà, c'est vraiment votre place en tant que jeune adulte pour beaucoup d'entre vous.
votre place de jeune adulte dans le milieu professionnel. Donc vraiment, je reprends les deux phrases, celle de Nietzsche, c'est devenez qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas de répondre à une injonction paternelle en l'occurrence, mais en tout cas de répondre à une injonction de vie. C'est devenez qui vous êtes. Et donc la première, je vous rappelle, la première que j'aime beaucoup, que je ressors beaucoup, je ressors très très souvent au cabinet, que j'ai mis d'ailleurs sur le site de ma boîte. Il est temps de vivre la vie dont vous avez rêvé vraiment, quoi. Allez-y. Voilà. Bonsoir. Bien, bonjour. Donc je vais vous parler pour ma part de la recherche d'emploi et de ses caractéristiques par rapport au métier de la communication plus particulièrement, qui sont une catégorie de métiers que je connais un petit peu. Peut-être déjà quelques éléments sur le contexte et l'environnement. Ces métiers de la communication sont très sensibles à la santé économique des entreprises. Ça veut dire que dès que le marché se tend et que l'économie se tend, les entreprises ont tendance à restreindre leur budget de communication et donc à restreindre les recrutements. Alors on le voit bien depuis 2008 avec une baisse des volumes de recrutement sur les métiers de la communication qui fait que c'est donc un marché assez tendu depuis quelques années et ça se maintient jusqu'à présent. C'est aussi des métiers qui sont en constante évolution et notamment très récemment avec toutes les nouvelles technologies et les nouveaux modes de communication qui se développent, ça impacte forcément aussi la politique de communication des entreprises, donc ça rebondit derrière sur les métiers qui changent fondamentalement. On le voit avec le community management par exemple qui se développe beaucoup. Et puis, peut-être troisième caractéristique principale, c'est un marché d'offres d'emploi, les offres d'emploi de la communication, qui est naturellement assez restreint. C'est pas, si on peut comparer avec par exemple les recrutements sur le marché des commerciaux, c'est fondamentalement très différent. Sur les commerciaux, il y a toujours beaucoup de volume. Les métiers de la communication, il y a naturellement moins de volume. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire sur le contexte. Les conséquences que ça peut avoir pour vous, pour les jeunes qui cherchent donc à s'insérer sur ce marché-là, c'est donc un marché avec une très forte concurrence sur chaque offre d'emploi. Ça veut dire qu'il faut évidemment avoir un profil qui est le plus affûté possible par rapport aux attentes des entreprises. On va voir après ce que ça veut dire ou comment ça peut se traduire. Une tension sur les prix. Quand il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, forcément, on a une tension sur les prix. Il y a des salaires qui sont stagnants et qui ont pas mal baissé en 2008. Concrètement, on le voit de temps en temps, il y a des entreprises qui essayent d'acheter un Bac+5 au prix d'un Bac+3, ça se traduit comme ça par exemple. Donc des salaires qui sont tendus, une forte exigence de la part des entreprises parce qu'elles ont le choix entre beaucoup de candidats, donc elles peuvent choisir et donc elles vont avoir tendance à être exigeantes sur les profils. Et puis ce que j'appelle la cannibalisation des postes débutants par des expérimentés. On voit aujourd'hui sur des postes débutants se positionner des jeunes qui ont 2 à 3 ans d'expérience et qui n'ont pas suffisamment de débouchés sur ce créneau-là et qui donc se repositionnent et viennent se positionner et se confronter avec vous sur des postes débutants. Donc ça, il faut le savoir. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de réussite, comme facteur de réussite? Plusieurs choses. D'abord, une bonne formation de base, que ce soit de niveau licence ou master. Les deux diplômes et les deux niveaux ont leur place sur le marché, mais une bonne formation de base, ça c'est important. Des stages à la fois riches en contenu, qui vous permettent de développer des compétences que vous allez identifier et que vous allez pouvoir revendre, et variés également, en termes de secteur d'activité, en termes de type d'expérience. Dans les métiers de la communication, il y a des choses très différentes qu'on peut faire. Des qualités personnelles qui sont en phase avec les attentes liées à ces métiers. Il est clair qu'il faut des qualités rédactionnelles, de bonnes qualités rédactionnelles, plutôt de la créativité et une espèce d'ouverture d'esprit, c'est important aussi. Si vous êtes plutôt positionné sur les métiers de l'événementiel, il faut être polyvalent, il faut avoir le goût du terrain, du concret, etc. Donc il vaut mieux avoir les qualités, un minimum des qualités qui correspondent aux attentes des entreprises par rapport à ces métiers. Une très forte motivation parce que ça vous donne de la puissance de conviction. Ça c'est très, en recrutement on le sent très, très fort avec certains candidats quand ils sont très motivés. C'est très difficile de se protéger de la contagion et de garder la tête froide pour analyser les compétences, les caractéristiques du candidat. Donc il faut, côté candidat, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. La motivation est une puissance, vous donne de la puissance, de l'énergie dans la communication que vous avez, notamment en entretien.
Évidemment, hyper communiquer sur sa recherche, c'est-à-dire qu'il va falloir le dire, le répéter partout autour de vous, ce que vous cherchez, pourquoi vous le cherchez, et il faut le répéter jusqu'à ce que ça fasse remonter les informations utiles pour vous, et jusqu'à ce qu'on pense, de manière à ce que les gens pensent à vous dire qu'un poste se libère à tel endroit, etc. Et puis se constituer un réseau relationnel, et ça c'est surtout pas à commencer au moment de la sortie, ça commence au début des études, ça commence par des gens que vous rencontrez dans vos stages, dans vos vies, dans vos expériences associatives, et avec lesquels il faut garder des contacts que vous réutiliserez plus tard, notamment au moment de la recherche d'emploi. Ne pas limiter son champ d'action aux offres d'emploi qui sont sur le marché apparent, c'est-à-dire les offres d'emploi qui sont publiées sur les sites internet ou dans la presse. Il y a tout ce qu'on appelle le marché caché, qui représente, alors les chiffres sont très variables, mais on va dire à peu près 70% des recrutements ne sortent pas en annonce et sont pourvus par le bouche à oreille, par les relations, par des candidatures spontanées qui sont arrivées dans l'entreprise, etc. Donc c'est très important que vous ne vous limitiez pas aux offres d'emploi qui sont apparentes sur le marché, parce qu'il y a tout le reste se passe ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Et puis, peut-être dernier petit facteur de réussite important aussi, ne pas être seul pendant la phase de recherche, c'est-à-dire être appuyé par des gens auprès de qui vous pouvez en parler, partager vos doutes dans les moments où c'est un peu plus difficile. Alors, des conseils peut-être qui se déclinent derrière tout ça. Être très professionnel dans votre recherche d'emploi. Vous avez des gens qui sont très exigeants en face du côté des entreprises, donc il faut être très pro dans votre recherche. Il faut donc vous attaquer aux offres d'emploi qui sortent en presse, mais il faut aussi vous attaquer aux candidatures spontanées, donc vous positionner sur des entreprises en direct, aller proposer vos services auprès des entreprises de façon spontanée, et puis travailler vos réseaux relationnels, c'est-à-dire essayer de faire remonter des informations pour savoir qui recrute. Avoir des arguments qui sont parfaitement clairs en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de qualité. Être capable, alors la motivation, il faut qu'elle soit là, mais il faut aussi être capable d'en parler, et il faut être capable d'en parler de plusieurs façons différentes au cours de l'entretien, donc ça se prépare. Il faut être un bon communicant là-dessus, a priori c'est votre métier. Et considérer que cette recherche va vous prendre du temps. Moi je parle toujours d'un mi-temps à peu près à consacrer à une recherche d'emploi pour que ça donne des résultats et que ça se fasse de façon dynamique et intensive. Suivre vos candidatures par téléphone, c'est très important. Il peut se passer des choses très intéressantes par le téléphone. Alors il y a beaucoup de cas où c'est pas possible, quand on postule en ligne, quand on répond par mail avec des adresses qui sont contact@ je sais pas quoi. C'est évidemment pas possible dans ces cas-là. Mais il y a des cas où vous allez pouvoir comprendre ou savoir où atterrit votre candidature. Et dans ce cas-là, il faut passer un coup de fil. Et le pitch, il est simple. C'est est-ce que vous avez reçu ma candidature? Où est-ce que vous en êtes dans le processus de recrutement? Est-ce que vous souhaitez qu'on en profite pour prendre le rendez-vous, fixer l'entretien maintenant, et reformuler votre motivation et remercier. Il ne s'agit surtout pas de mettre la pression, juste faire ça. Et ça permet à l'entreprise, ça oblige l'entreprise à ressortir votre dossier, à réafficher votre fichier, etc. Et il peut se passer des choses intéressantes rien qu'avec ça. Apprendre dans tous les cas à parler de votre profil, de votre recherche, de votre projet, de votre profil, de vous-même, de façon positive. Surtout pas en tant que demandeur, mais en tant que proposition. Vous proposez votre profil, vous proposez vos services, vous proposez vos compétences, et puis après, ils prennent ou ils prennent pas, mais ça doit se faire dans le sens de la proposition et non pas de la demande. C'est très différent. Si possible, vous impliquer dans des clubs professionnels, il en existe même à Dijon, il en existe partout, des clubs professionnels qui vont vous permettre de faire du bénévolat auprès de professionnels et donc d'être en relation avec eux avant même d'avoir à les solliciter pour éventuellement une recherche d'emploi. Donc c'est intéressant que vous essayiez pendant vos études de vous impliquer dans des activités auprès de ces clubs. Être visible évidemment sur les hubs de Viadeo, notamment ceux qui vous concernent, qui concernent la communication. C'est très important d'être actif sur ces hubs et d'être actif avant d'en arriver à avoir besoin du hub pour aller chercher un emploi. Donc d'apporter des contributions sur certains hubs, de vous rendre visible et puis de vous créer des relations qu'à un moment donné vous activerez pour éventuellement une recherche d'emploi. Après la formation, continuez de lire des revues professionnelles parce qu'on perd très vite la notion, la connaissance d'un secteur quand on arrête ses études. Donc restez abonné, payez-vous un abonnement à une revue professionnelle pour garder des informations à jour sur ce qui se passe dans votre secteur.
vous faire aider pour votre premier entretien avec vos professeurs, avec des professionnels, pour préparer l'entretien, pour débriefer un entretien. Une fois que vous avez fait ça une fois, vous avez une bonne préparation et vous avez fait un bon débrief sur un premier entretien, vous êtes beaucoup plus efficace sur les suivants. Et puis toujours avoir un plan B. Il faut toujours envisager quand même que si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais d'autre, hein, et combien de temps je me donne pour que ça marche, hein. Donc qu'est-ce que je fais dans 6 mois, qu'est-ce que je fais dans 1 an. Il faut toujours avoir une petite idée là-dessus quand même. Pour finir, peut-être, parce que souvent vous n'osez pas le demander, donc je vais le faire, si vous voulez vous payer un coach, ça peut être très utile alors pour plein de choses, notamment pour préparer un entretien, pour débriefer un entretien, pour valider une stratégie de recherche d'emploi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de séances pour une préparation d'entretien, une séance d'1 heure suffit, hein, et pour valider une stratégie de recherche d'emploi, 1, 2 ou 3 séances, ça dépend des personnes, sont suffisantes. Ce que ça coûte à la ville, auprès de particuliers, un coach, ça coûte entre, on va dire, 60 et 100 euros de l'heure. Et il ne faut pas hésiter à demander des réductions quand on est étudiant en recherche d'emploi. Hein, il y a beaucoup de coachs qui font des réductions. Voilà, bon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le contenu de mon intervention. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre maintenant quelques questions et puis répondre à vos questions. Alors, j'en ai une première peut-être. Faut-il entrer directement en contact avec les professionnels en poste pour postuler dans une entreprise ? Oui, évidemment. Ça fait même partie de ce qu'on fait quand on fait une recherche par candidature spontanée. On identifie des personnes à qui on va écrire. Alors, en recherche spontanée, on peut écrire soit au service RH, bon, et là, l'identification, elle est vite faite, soit, et moi, je conseille toujours de doubler, d'ajouter aussi, d'écrire au directeur communication ou au directeur ou général tout court, parce que parfois c'est à lui qui est rattaché le service communication. Donc en tout cas d'écrire au N+1. Parce que le service RH, ça dépend des entreprises, mais dans les grosses entreprises, ils sont noyés sous les candidatures spontanées, donc au mieux ils vous mettent dans un fichier qui est après dispatché auprès des opérationnels internes. Mais les opérationnels, le N+1, votre futur supérieur hiérarchique, lui, il est sur le terrain, il a des gens qui sont absents, il a des projets qui arrivent et sur lesquels il peut mettre personne, et lui, il est au cœur du besoin. Donc c'est à lui qu'il faut écrire. Donc c'est très important quand vous faites une candidature spontanée, d'identifier le directeur communication ou d'identifier le DG et d'écrire à cette personne. Alors il faut faire des recherches sur le web, il faut aller suivre un peu leur actualité, il faut trouver le moyen mais c'est assez facile quand même, de trouver l'adresse mail, et puis vous faites une candidature auprès directement de ces opérationnels. Et donc de ces personnes qui sont à même de prendre des décisions, hein. Peut-être une autre question, envoi de candidature spontanée par mail, faut-il envoyer un CV et une lettre de motivation ou seulement le CV et quelques lignes accompagnantes ? A priori, il faut plutôt envoyer le CV et la lettre, hein. Et puis vous mettez tout ça dans votre mail et vous faites 3 lignes d'accompagnement en disant veuillez trouver ci-joint ma candidature spontanée pour un poste, etc. dans la communication, et vous attachez vos 2 pièces jointes. Il y a des cas, mais ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, donc je vous le déconseille quand même, il y a des cas où seulement le CV va être utile. Il y a des entreprises qui fonctionnent un peu à l'américaine et la lettre de candidature ne s'en servent pas. Bon, ils vont lire uniquement le CV, ils vont prendre une décision sur le CV. Mais comme vous ne pouvez pas savoir à l'avance à qui vous écrivez, je vous conseille quand même de mettre plutôt les 2. Hein. Et donc, dans ce cas, de faire 2 ou 3 lignes très rapides dans le mail accompagnateur. Peut-être encore une autre question. Est-ce une bonne démarche d'envoyer des CV aux grandes entreprises ? Alors là, j'ai une chose quand même, peut-être une mise en garde à vous faire. Les entreprises, plus elles sont grosses, plus elles sont visibles, plus elles ont une forte image, plus elles sont noyées sous les candidatures spontanées. Donc moins vous avez de chances que votre candidature émerge au milieu de tout ça. Donc il est beaucoup plus judicieux de canaliser vos candidatures spontanées sur des entreprises de petite taille ou de taille moyenne, qui ont des noms qui ne sont pas forcément très parlants, qui ne sont pas très visibles du marché, et qui pourtant, elles, recrutent et sont même très contentes d'avoir des candidatures spontanées parce qu'elles n'en reçoivent pas souvent. Et là, la candidature spontanée, le jour où elle arrive, tout le monde est content de l'avoir. Donc il y a des accueils très différents qui peuvent être faits à la candidature spontanée en fonction de la taille de l'entreprise, et il faut en tenir compte, vous, évidemment, dans votre stratégie de recherche d'emploi. Peut-être que je peux encore en prendre une rapidement. Quels bassins de recrutement sont les plus porteurs dans la communication ?
Évidemment Paris, Lyon aussi. Bon, il y a des recrutements un petit peu partout, mais le gros des volumes est à Paris, principalement. Ça, je le vois très souvent dans les étudiants qui sont en recherche et qui trouvent très majoritairement à Paris. Voilà, donc il faut être prêt à travailler à Paris. Voilà, je crois que je vous remercie de votre attention. Je vais vous demander d'attendre 1 ou 2 minutes le temps qu'on change d'intervenant. Et puis, je vous souhaite une bonne réussite dans vos recherches. Bonjour à tous. Je vais vous parler de tout ce qui est CV et comment transformer votre CV en outil de communication. Le CV que vous avez doit être pour vous un outil de communication qui va vous servir à décrocher un entretien et à plaire aux recruteurs que vous souhaitez contacter grâce à votre CV. Comme pour les autres intervenants, ce qui est important pour vous, c'est que ce CV révèle réellement votre personnalité et fasse en sorte que vous soyez la personne qui convienne à votre interlocuteur qui est le recruteur. Et pour ça, vous devez vous montrer sous votre meilleur jour. Je voudrais que vous vous mettiez dans la peau un petit peu d'un recruteur et que vous imaginiez que le vendredi, je cherche une personne à embaucher, un profil tel que le vôtre, donc d'urgence, je poste une annonce comme un chargé de communication, un professionnel de l'infocom, et à partir de là, le vendredi, j'envoie l'offre sur le net. Le lundi matin, je reviens à mon bureau et je me retrouve avec des tonnes de CV qui sont arrivés. Et voilà un peu ce que ça peut vous donner. Mettez-vous dans la peau du recruteur et imaginez d'avoir des tonnes de CV, 150 CV qui arrivent le lundi, qui sont un petit peu comme ce que vous voyez là à l'écran. À votre avis, mettez-vous dans sa peau et dites-vous, qu'est-ce qui va retenir ? Ça paraît malheureux, mais aujourd'hui, quand on poste une annonce, on reçoit énormément de CV en contrepartie et on n'a pas le temps de tous les lire. Donc, il est important pour vous de réussir à mettre en avant quelque chose qui va faire que vous allez vous différencier au niveau de votre CV. Et vous voyez, là, j'en ai remis quelques-uns et je suis sûre que vous repérez tous par la couleur, par la forme, par quelque chose qui fait que votre CV va sortir du lot. Alors, comment faire pour transformer un CV classique, qui est aujourd'hui, la plupart du temps, les CV qu'on reçoit basiques, tels qu'on vous apprend très souvent à l'école, de faire des CV vraiment en ligne, on va dire une liste, de transformer ce CV pour en faire quelque chose qui sorte du lot, qui est un petit peu plus original que les autres. Alors attention, il ne faut pas être ridicule pour autant, mais de réussir à capter l'attention de votre interlocuteur sans vous travestir. Et ça, c'est la façon dont vous allez vous présenter qui va faire que vous allez vous démarquer. Et il faut que vous appreniez à, ce que je vous ai marqué là, à cultiver votre singularité. C'est-à-dire à faire en sorte que votre CV traduise votre personnalité. Alors, comment attirer le regard sans être de mauvais goût ou dans l'excès ? Certains font pas trop attention, ils veulent absolument sortir et devenir original, et à un moment donné, ils ne sont pas du tout en adéquation avec le recruteur. Et donc il est important de réussir à se démarquer, sortir du lot, sans que vous soyez ni dans l'excès, ni à côté de la plaque. Et pour ça, la meilleure façon de savoir et de faire en sorte que votre CV soit le plus adapté possible, c'est de faire en sorte que vous connaissiez votre interlocuteur. Vous allez vous adapter tout en étant authentique et en valorisant votre image dans votre CV, vous adapter à la personne à qui vous devez envoyer votre CV. L'important, la chose qui est importante, qu'il faut comprendre, c'est que vous ne devez pas envoyer votre CV et faire le même CV pour tout le monde. Je vais passer celle-ci. Si vous voulez être
efficace dans votre communication. Je pense que vous avez tous des cours un petit peu de communication. Donc il est important que vous cibliez, c'est ce qu'on apprend, la première chose qu'on apprend lorsqu'on fait des démarches commerciales, c'est que vous cibliez les interlocuteurs vers qui vous allez aller. Aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est qu'il y a Internet. Si vous postulez dans une boîte, vous pouvez vous renseigner sur la culture de l'entreprise, vous pouvez vous renseigner sur la personne. Il y a énormément de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui vous permettent de savoir est-ce que la personne à qui je vais envoyer mon CV, c'est plutôt quelqu'un qui est très carré ou au contraire un peu loufoque. Et vous n'allez pas envoyer votre CV et avoir le même CV si vous voulez être web designer, si vous voulez faire du web marketing, que si vous voulez envoyer votre CV dans une bibliothèque où on est beaucoup plus carré, où on cherche une documentaliste. Ça paraît évident que ce n'est pas le même CV. Donc à vous de faire en sorte de connaître votre interlocuteur de façon à cibler bien votre communication par rapport à votre interlocuteur. N'oubliez jamais que la communication est un outil pour séduire et que votre CV, à partir de là, doit séduire la personne que vous avez en face de vous. La deuxième règle, une fois que vous avez ciblé, c'est d'apprendre à vous valoriser. Et ça, vous ne pouvez vous valoriser que si vous vous connaissez réellement. Et la plupart du temps, lorsque on reçoit des CV et qu'on a des CV classiques, comme celui que je vous affiche à l'écran, alors l'important c'est pas le contenu, on se moque de savoir si le pauvre Sylvain il est bon ou il n'est pas bon. Ce qui est important c'est de noter, c'est que finalement vous avez des CV qui ressemblent, lorsqu'on envoie un CV de ce type, à une liste de diplômes, une liste d'endroits où j'ai travaillé, ni plus ni moins. Or vous n'êtes ni un diplôme, ni quelqu'un qui a travaillé comme organiste ou quoi que ce soit. Ni un diplôme, ni une fonction. Il est important que vous travailliez sur vous-même, que vous sachiez qui vous êtes, et qu'après vous appreniez à le valoriser et à le mettre en avant. Alors puisque c'est rapide, 10 minutes, mais je vous ai mis quelques CV. Mettre en avant et vous valoriser, vous démarquer. Vous avez des choses très originales de ce type. C'est pas forcément ce qui va être le plus adapté pour vous. Celui-ci qui est un vrai CV d'ailleurs, j'allais dire, qui fait que vous pouvez vous retrouver à un moment donné à être peut-être un peu trop démarqué par rapport aux autres. Et puis ensuite, il y a à apprendre à mettre en avant tous vos atouts, tout ce que vous êtes, les qualité que vous avez, et de la mettre sous la forme graphique, sous la forme esthétique, en tout cas, notamment si vous voulez être webmaster, ou web designer, ou comme on appelle community manager. Donc je vous ai mis quelques CV en ligne pour vous montrer, et faites ressortir votre vraie nature. C'est-à-dire que si vous êtes un dessinateur et que vous voulez mettre en avant ça, si vous voulez travailler dans ces domaines-là, vous le faites apparaître sur votre CV. Je dois, moi, en tant que recruteur, être capable de voir tout de suite, tiens, celui-ci, il a du talent en dessin, c'est exactement ce que je cherche, donc je le prends. Suite à ça, vous avez aussi aujourd'hui des CV qui sont en ligne. Vous avez la possibilité de trouver beaucoup de modèles, payants ou pas payants. Il y en a plein aussi gratuits. Et vous voyez que des CV de ce type, avec un petit peu de couleur, une photo qui met en avant votre personnalité, qui annonce clairement qui vous êtes, fait en sorte que clairement on voit ce que vous avez à apporter et on connaît un petit peu plus qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut que vous mettiez dans la tête, on sait que vous avez des diplômes et beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui non pas seulement un diplôme, ils recherchent aussi une personnalité. Ils recherchent quelqu'un qui est capable de s'adapter, de s'intégrer, de rentrer dans une équipe, d'être en phase avec les valeurs de l'entreprise, capable de travailler en bonne intelligence avec les autres, et donc on recherche plus des personnalités que uniquement des gens qui ont un diplôme, des savoirs, des connaissances, on va dire. Donc des gens qui sont capables de partager leur vision avec l'entreprise. Et ça, vous ne pouvez pas, en tout cas si vous décrochez un entretien, être capable d'en discuter avec un recruteur si vous n'avez pas au minimum travaillé sur quelle est votre vision, qu'est-ce que vous attendez du monde, qu'est-ce que vous voulez, vous, aujourd'hui. Si vous savez ce que vous voulez, vous avez de grandes chances de le trouver. Par contre, si vous ne le cherchez pas, vous serez incapable de le trouver. Ou en tout cas, si vous le trouvez, ça sera avec un énorme coup de chance. Que vous soyez capable de connaître vos besoins. Le recruteur, il est comme vous, il a
besoin d'être rassuré, il va chercher à vous mettre aussi dans des conditions, de bonnes conditions de travail. Et ben, si vous êtes capable de lui dire, ben, vous savez, moi je travaille bien et je sens bien, si je suis dans telle et telle condition, ben, vous voyez, ça, au moins vous pouvez établir le dialogue. Vos valeurs, ma valeur, il y a une différence entre mes valeurs et qu'est-ce que je vaux aujourd'hui, et ce que je sais faire et qu'est-ce que je sais vraiment mettre en avant. Votre rôle, celui que vous cherchez à faire, et puis vos attentes et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Tout ça sont des éléments que vous allez mettre en avant et que vous serez capable de mettre en avant si vous avez travaillé au préalable. Ça fait que finalement, lorsque vous envoyez votre CV, lorsque vous travaillez sur votre CV, vous êtes en mesure de savoir si le job que vous recherchez... mince. Donc, je ne sais plus où j'en suis, moi. C'était déjà pas très clair. Donc, bon, c'est pas grave, je vais vous donner les éléments. Ce que je vous mettais ici, c'est la structure que je propose aujourd'hui à mes étudiants quand je travaille avec eux. Annoncer clairement et directement la couleur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous recherchez comme boulot, précisez-le. Mettez une accroche, et une accroche qui vous est personnelle. Ça peut être un slogan. Je sais fédérer ou sachant fédérer les équipes ou tout ce qui s'ensuit, une citation, vos objectifs, ce que j'attends de la vie, mon objectif dans la vie c'est ça, ou mon objectif dans mon boulot ça va être ça. Définissez-le dès le départ et mettez-le tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite annoncez la couleur. Ensuite, mettez en avant vos compétences. Et les compétences, c'est pas une liste de savoir, c'est pas tiens, je sais utiliser tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. C'est vraiment qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous savez faire et quelles sont les choses que vous aimez faire. Et ça doit commencer par des verbes d'action. Ensuite, viennent derrière l'expérience et la formation que vous avez. Et c'est pareil, c'est pas une liste d'entreprise, c'est pas une liste de formation et de diplôme. Ce qui est important, c'est de ressortir ce qui est important par rapport à vos compétences. Ce sont des preuves que vous apportez par rapport aux compétences que vous avez listées. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous faites ça, votre CV, non seulement il est valorisant, il vous met en avant, mais en plus il vous aide à préparer votre entretien. C'est-à-dire que lorsque vous décrochez votre entretien, c'est carrément votre argumentaire de vente, entre guillemets, c'est-à-dire l'argument et tout ce que vous avez, et ça vous permet de ne pas être passif lors de votre entretien d'embauche. J'ai encore beaucoup de temps ? Ouais. Troisième élément et troisième règle, c'est que vous puissiez multiplier les canaux. C'est-à-dire que vous avez votre CV papier. Je vous propose, et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de votre CV papier, de plus en plus on cherche du monde sur le web. On recrute, et donc si vous avez un CV web, c'est pas plus mal. Et puis vous pouvez aussi développer ce qu'on appelle les mini CV. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à un salon avec votre CV papier, votre feuille A4, et ben vous arrivez avec une petite carte de visite que vous mettez en avant et puis que vous laissez comme une carte de visite qui reprend vos principales compétences. Mais l'important, c'est que votre CV papier, votre CV web, votre mini CV, enfin toute la documentation que vous avez autour de vous, vous le conceviez comme une marque, comme le ferait quelqu'un du marketing, c'est-à-dire avec une véritable charte graphique sur l'ensemble. Il faut qu'on retrouve la même chose. Vous ne pouvez pas avoir un CV d'une telle façon et puis votre CV papier autrement. Voilà. Donc des petits, justement, voici des mini-CV, ce sont des cartes de visite. Il y a plein d'endroits où vous pouvez en créer sur le net. Donc c'est des formats cartes de visite ou plus grands qui fait vraiment apparaître vos compétences et puis votre expérience en quelques mots. Et l'avantage, c'est que ça vous apprend à être simple et concis. Ce qui fait que si je vous demande en 2 mots de me dire qui vous êtes, si vous avez travaillé sur une phrase d'accroche rapide ou sur un mini-CV, vous êtes capable de me le dire en quelques mots. Et vous n'allez pas être comme 2 ronds de flanc à dire voilà. Des CV web, vous avez plein de possibilités de faire votre CV sur le web. Il y a aujourd'hui, vous maîtrisez les technologies, tant mieux, vous le faites, ce qu'on appelle une page web. Mais vous avez aussi aujourd'hui à disposition des outils, des CV gratuits, des sites comme Wix par exemple qui vous proposent de mettre votre CV en ligne et de façon hyper simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour pouvoir faire votre CV en ligne. Voilà, Wix par exemple qui vous propose des modèles de ce type et qui mettent en avant votre personnalité. Toujours les compétences en avant. Autre endroit où on recrute beaucoup en ce moment, c'est Do Your Buzz.
dans le métier de la communication, hein, par exemple, ou en informatique. Je sais que ce sont des sites qui vous permettent de mettre en avant vos CV et de créer vos CV en ligne avec différentes formes. Toujours pareil, avec des modèles gratuits et puis des modèles payants un peu plus développés et puis un petit peu plus sophistiqués. Mais en attendant, beaucoup de recruteurs aujourd'hui recrutent directement sur du YouBuzz. À partir du moment où vous avez fait tout ça, il y a des grandes chances que vous décrochiez un contrat de travail. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Alors, les questions. Dans les questions que j'ai retenues par rapport à ce que vous aviez noté, il y avait une question de la part d'un de vous qui était comment se mettre en avant lorsque l'expérience demandée sur une offre, elle n'est pas la vôtre. Je dirais, il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est que vous pouvez postuler. La règle dit que c'est à partir du moment où vous possédez la moitié des compétences demandées, la moitié des critères qui sont demandés dans une offre, vous pouvez postuler. Après, vous pouvez même, si vous avez et si vous l'osez, postuler par culot si vous n'avez aucune qualification demandée. Dans ce cas-là, proposez une autre alternative et une autre solution. Et vous l'écrivez directement et vous le dites clairement. Vous demandez tel diplôme, tel machin, je ne les ai pas. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est ça, et voilà mon approche. À partir du moment où, dans la façon de fonctionner, plutôt que de répondre juste à l'annonce, vous devenez force de proposition et que vous proposez une alternative, une solution différente, même si on ne vous recrute pas tout de suite, il y a des chances qu'on vienne vous voir au-delà de ça. C'est terminé ? Donc voilà, je pense que c'est l'idéal, c'est ça, c'est de mettre en avant cette partie-là. N'hésitez pas à répondre, à postuler. De toute façon, vous risquez rien. Au pire des cas, qu'est-ce que vous risquez? Un mail. Donc c'est pas gênant. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout ça. Et puis, je vais vous repasser Adeline. Merci. Donc je clôture ce webinaire, j'espère vraiment qu'il vous a été utile. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été présent devant votre écran et d'avoir manifesté de l'intérêt pour cette petite conférence. Évidemment, on a choisi le direct et on a eu quelques aléas. Apparemment, vous n'avez pas forcément pu voir toutes les présentations PowerPoint des intervenants, ou du moins pas en temps voulu. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons diffuser tous les documents via le blog pôledocumentation.fr. Vous pouvez également interagir. On n'a pas pu répondre à toutes les questions que vous avez posées. Du coup, je vous invite également à envoyer vos questions. Alors, soit sur le blog, donc pôledocumentation.fr, soit via email, contact@pôledocumentation.fr. Ce que nous allons faire, c'est que nous répondrons à toutes les questions sous forme d'articles. Les coachs répondront en fonction de leur spécialisation également. Voilà. Et bien en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.